Il est 19 heures, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. À la une de l'actualité de ce samedi 12 août. Un calvaire, un enfer, Carbas, Boombox, les nuisances sonores sont un cauchemar pour les riverains. La loi n'est pas toujours respectée, la réglementation doit-elle changer ? Nous en parlerons ce soir avec notre invité Aritea Bernardino, vice-présidente de l'association Te Ora Hau, qui a rencontré ce samedi le président du pays à ce sujet. 300 professeurs réunis au Temple Bethel, c'était ce matin pour l'annuel grand rassemblement organisé par l'enseignement protestant à 2 jours de la rentrée. Une énergie décarbonée pour la Calédonie, c'est dans les tuyaux déjà depuis quelques temps, mais comment faire ? La piste des mini-centrales nucléaires est de plus en plus évoquée. Pas de compétition aujourd'hui, les surfeurs sont au repos et s'occupent autrement, mais quid de ceux qui participent au bon déroulement de l'événement ? Ce soir, notre équipe nous embarquera à leur côté. Et nous rejoindrons à Teahupo'o Ignacio Raveino pour faire un point sur la suite de la compétition. Les nuisances sonores, un fléau de plus en plus répandu en Polynésie. Carbas et leurs appareils de sonorisation super puissants, ou Boombox, ces enceintes portatives, un cauchemar pour de nombreux habitants des quartiers, des personnes qui souffrent en silence car la loi n'est pas respectée. Faut-il alors revoir la réglementation ? C'est tout l'objet de la réunion qui s'est tenue ce matin entre le président du pays et l'association Te Ora Hau, Khalil Lienard et Patrine Tixing. C'est un calvaire, c'est un enfer. On a l'impression que l'appareil est dans le salon. Elle n'est plus que l'ombre d'elle-même, 10 ans qu'elle subit ces agressions sonores, de la musique boum-boum du matin au soir. Elle tente de dialoguer avec ses voisins à plusieurs reprises, mais en vain. Alors sur les conseils d'une association, elle a recours aux forces de l'ordre. Et c'est grâce justement à Te Ora Hau, c'est eux qui m'ont conseillé, qui m'ont dit comment il fallait faire. J'ai réussi à avoir un rendez-vous avec la gendarmerie pour qu'ils puissent prendre ma plainte. C'est la 3e plainte depuis 2019. Mais je n'ai toujours pas de nouvelles en fait. J'ai peur que ça reprenne. Même maintenant, on évite de rentrer à la maison. Quand on est de repos, on n'est pratiquement jamais chez nous parce que le matin, ça commence très tôt et quand on rentre, on a peur. À Titioro, Marc ne reconnaît plus la vallée où il a grandi. Le bain loti et la rivière de la Fatawa, autrefois appréciés pour leur quiétude, sont aujourd'hui prisés pour une raison tout autre. Des jeunes, quand ils terminent la soirée en ville, ils viennent là et ils mettent la musique, ils se garent là, ils tournent leur haut-parleur chez nous et ils mettent la musique comme ils veulent jusqu'au soir, du matin jusqu'au soir ou même jusqu'à tard le soir. Et parce qu'il n'a jamais réussi à déposer plainte, Marc demande l'intervention de la mairie pour barrer l'accès aux abords de la rivière avec des rochers. Les cailloux, il y a différentes tailles. Il y a des petits, il y a d'autres personnes qui déplacent. J'aimerais bien qu'on mette des cailloux un peu plus gros, normal, comme les gros là, qui sont là. Comme ça, ils auront du mal à déplacer. 25 ans que l'association Te Ora Hau lutte contre les nuisances sonores. Ce matin, réunion avec le président du pays. Un entretien fructueux où des solutions ont été proposées, comme par exemple modifier le code de la route. Notamment de la possibilité d'interdire l'installation de certains équipements qui sont de manière évidente au-delà de toutes les limites normalement autorisées pour l'être humain, donc d'en interdire l'installation dans les voitures. Alors il ne s'agit pas d'interdire aux gens qui aiment la bonne musique de faire de bonnes installations dans leur voiture, il s'agit de ne pas autoriser ceux qui sont au-delà de toutes les limites possibles. Et durant les 6 à 9 prochains mois, l'association travaillera en collaboration avec la DIREN et l'Assemblée de la Polynésie afin de revoir et d'améliorer la législation sur les nuisances sonores. Pour parler de ce sujet épineux, nous recevons en plateau ce soir Aritea Bernardino, vice-président de l'association Te Ora Hau, Yaorana. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, merci de nous recevoir. Alors, la première question, évidemment, c'est, vous venez de voir le président du pays et sa vice-présidente. Il a été notamment question de pistes élaborées et peut-être dans les prochains mois. Est-ce que revoir la réglementation, c'est la solution ? C'est une des solutions, en tout cas. Parce que si les nuisances, si les dangers évoluent, il faut aussi que la réglementation évolue pour mieux protéger les victimes. Et par exemple, le président parlait d'une modification du code de la route pour interdire l'installation de matériel sono surpuissant dans les voitures de particuliers. C'est une solution qu'on lui a proposée, mais ça vient aussi des remontées du terrain. On a vu le reportage est très parlant sur les souffrances de ces victimes.
Et cette solution, elle vient aussi d'un travail qu'on a mené avec le procureur général José Torel, le précédent procureur général. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres pistes au-delà du code de la route qui ont été évoquées justement lors de cette réunion et qui pourraient éventuellement voir le jour, en tout cas dans un travail commun avec l'Assemblée Il y a plusieurs pistes. On a par exemple proposé, dans le prolongement de cette réglementation améliorée, de proposer notre expertise au gouvernement ou à l'Assemblée, parce que nous avons des juristes dans notre association. Donc il est possible qu'on ait dans les prochains jours ou les prochains mois d'autres rencontres avec l'exécutif ou avec le législatif pour avancer dans ce domaine. Alors vous l'avez dit, on l'a vu dans ce reportage, il y a eu des témoignages quand même de victimes qui sont à bout. Quelles démarches elles peuvent faire aujourd'hui contre les nuisances sonores? Quelles sont leurs possibilités? C'est vrai que la première démarche qu'on dit, nous, c'est de passer d'abord par le dialogue. Quand c'est possible, d'aller voir l'auteur des nuisances, de l'informer qu'il dérange. Et si malgré ça, il persiste, il faut bien évidemment, dans ce cas-là, avoir recours aux forces de l'ordre. Et si malgré tout il persiste, c'est là qu'on tombe dans le délit, c'est-à-dire qu'il sait qu'il gêne, mais volontairement il continue. Et là, il devient pénalement responsable aux yeux de la justice. On peut le verbaliser, on peut saisir son matériel aussi, par exemple, et porter plainte contre lui. Parce que en plus, les nuisances sonores ne s'arrêtent pas aux carbasses. Il y a d'autres types de nuisances, en fait. Oui, voilà, en fait, une nuisance sonore, c'est tout bruit qui, de par sa répétition, son intensité, trouble la tranquillité d'un individu. Donc ça peut aller des aboiements de chiens continus jusqu'aux carbasses ou au fait en plein air. Alors en septembre dernier, vous parliez de renforcer votre stratégie, et là je vous cite, de protection des victimes et de dénonciation des faits délictueux. Est-ce que vous avez réussi justement à renforcer cette stratégie ? Eh bien, c'est vrai que c'est le cœur de notre association, protéger les victimes, les aider dans leur démarche. On a aussi mené des opérations médiatiques où on a dénoncé ce qu'on considérait être comme des faits avec de forts volumes sonores. Le Toreatur, on l'a dénoncé à la télévision. Et dernièrement, on a aussi dénoncé, avant cela, l'Amadeus Festival, qui ont produit des nuisances dans un rayon de 2 km sur la presqu'île. Donc on a mené ces opérations. Alors on voit également qu'il y a quelques communes, on l'a vu avec Paella, on avait fait un reportage en décembre, qui a renforcé par exemple avec un arrêté, a renforcé aussi ses contrôles avec la police municipale. Est-ce que d'autres communes doivent prendre exemple notamment de ce qu'a fait Paella, et est-ce que c'est ce qui manque parfois, l'investissement un petit peu des communes ? Oui. C'est vrai que selon les communes, on voit des situations différentes. Souvent, ça dépend de la volonté politique du Tavana. C'est le cas à Paella. Il y a une formation des policiers municipaux. Le Tavana Géros a aussi, entre guillemets, sifflé la fin de la récréation à Paella. Et nos référents de Paella nous ont fait remonter des éléments très encourageants. Il y a une baisse des appels à l'association quant aux nuisances sonores. Donc c'est vrai que Paella, c'est un exemple qui pourrait inspirer d'autres communes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'association Terahau. Merci. Hier, c'était les grandes retrouvailles pour les professeurs du public. Aujourd'hui, c'est au tour de ceux de l'enseignement protestant. Chaque année, ils se rassemblent au temple de Bethel, une coutume avant que ces enseignants ne reprennent le chemin de l'école. Ils étaient 300 ce matin pour ce culte où se mêlent prières et chants. David Chang et Jacques Damour étaient parmi eux. Renforcer le sentiment de communauté par la prière et le chant. C'est le propre de l'enseignement protestant. 8 établissements représentés avec chacun leur couleur et des hymnes tarava créés spécialement pour l'occasion. Le culte, lui, incite chaque enseignant à méditer sur l'année qui va bientôt débuter. Surtout que tous les ans, c'est l'occasion de se rassembler en début d'année et puis d'avoir un message d'encouragement à tous en début d'année. On ne se voit pas souvent dans l'année et on profite de ce moment pour se rassembler, pour se connaître et pour communier ensemble. On suit un petit peu les recommandations du ministre de l'Éducation, à savoir la bienveillance, le respect, faire en sorte que l'élève soit accompagné dans son cursus scolaire. La langue et la culture tahitienne sont les fers de lance de l'enseignement protestant. Toutes les écoles, les collèges ou lycées se relaient année par année pour s'occuper de l'organisation. Ce matin, c'est au tour de l'école Marianne située juste en face. On a eu un mois
Donc pendant les vacances scolaires, nous avons fait appel à des intervenants extérieurs pour la création du chant. Ensuite, chaque personnel se met à contribution pour les vêtements, la recherche des vêtements, la création des couronnes. Autre objectif de ce rassemblement, faire la revue de l'effectif du corps enseignant. L'enseignement protestant veut proposer un accompagnement scolaire bienveillant et aussi donner le choix à la jeunesse de rester en Polynésie. Le protestantisme a toujours été précurseur, on va dire, et nous avons depuis l'an dernier ouvert une licence au niveau de notre lycée Rapoto. Nous sommes en train de développer les formations agricoles sur Taravao, pour essayer d'être au plus près des préoccupations de notre pays pour permettre à nos enfants de réussir chez nous. L'arrondissement numéro 7 de l'église protestante a aidé à la mise en œuvre de l'événement côté logistique. Et là aussi, on se prépare à la rentrée. Atelier de démonstration, d'initiation. La Maison de la Culture a organisé une journée porte ouverte spéciale rentrée scolaire. Une attente du public et une réussite pour cette première édition. Petits et grands ont ainsi pu rencontrer les enseignants et découvrir ou redécouvrir les différentes activités proposées par l'établissement culturel. 3 nouveautés sont au programme cette année. On écoute Alexandre Teneyo, chargé de la communication à la Maison de la Culture. Il y a pas mal de nouveautés, je pense par exemple au cours de Reo Tahiti pour enfants. Donc c'était exclusivement pour les adultes les années passées. Là on a ouvert un cours pour les enfants avec Van A qui est quand même quelqu'un de fascinant et qui va une nouvelle approche sur... ils vont apprendre en faisant des choses. Voilà, il y a, je vous invite vraiment à découvrir. Il y a aussi des nouveautés au niveau des tarifs, au niveau des formules, des abonnements, etc. Donc rendez-vous sur la page Facebook de la médiathèque. Et direction la Calédonie, où la piste de nucléaire est évoquée pour décarboner l'énergie. Une solution aussi pour tendre vers un nickel plus vert. En juillet dernier, Emmanuel Macron a en effet parlé d'une énergie décarbonée dans son discours. En juin, lors de sa visite, Gérald Darmanin évoquait un mini-réacteur nucléaire. Des solutions qui posent aussi tout un tas de questions. Les explications avec Laurence Pourteau. Un nickel décarboné, c'est déjà dans les tuyaux depuis quelques années. Le schéma de transition énergétique permettra d'atteindre rapidement la production de 1300 MW en photovoltaïque, accompagné de grosses infrastructures de stockage. Mais les experts s'accordent à dire que ce sera insuffisant. En mai dernier déjà, Hervé Mariton, président de la Fédération des entreprises d'outre-mer, avait lancé un pavé dans la mare. Le nucléaire n'est pas pris en compte à court terme dans le cadre des travaux sur le schéma de transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie. Simplement, il ne faut pas qu'il y ait de tabou. Il ne faut pas qu'il y ait de tabou. L'enjeu, c'est la décarbonation. Et si l'avenir de la transition énergétique industrielle passait en effet par le nucléaire? C'est en tout cas une des options avancées par Christopher Gigès, s'appuyant sur le schéma France 2030 lancé par Emmanuel Macron en faveur des réacteurs nucléaires de petite taille, dits SMR, pour Small Modular Reactors. Le nucléaire, ça permet de décarboner à la fois notre mix énergétique, mais aussi de rendre beaucoup plus compétitif et baisser la facture d'électricité aux Calédoniens. C'est une énergie qui est extrêmement bien maîtrisée. Un SMR d'une centaine de mégawatts, c'est un court de tennis, avec très peu de déchets, avec des infrastructures qui pourraient être accompagnées par l'État. Et donc c'est ce qu'on demandera pour avoir des études beaucoup plus précises. Pour l'heure, les projets n'en sont qu'au prototype. En course, les Russes, les Chinois, les Américains et les Français qui s'emploient à développer ces modules, usinés en kit, puis acheminés et assemblés sur site. En Nouvelle-Calédonie, l'installation d'au moins 2 SMR de chacun environ 20 milliards d'ici 2030 serait en complément du dispositif du schéma de transition. On est sur une volonté d'avoir un mix énergie renouvelable et SMR, donc d'avoir la même volonté que France 2030 et d'avoir une ambition à la fois de décarbonation complète du mix énergétique calédonien. Si on s'inscrivait totalement pour la Nouvelle-Calédonie, il y aurait ce mix en énergie renouvelable et un SMR dans le sud et un SMR dans le nord. L'accompagnement de l'État et des grands acteurs industriels européens sont indispensables. EDF ou encore le CEA devront apporter une expertise que le territoire ne possède pas. Ce projet de SMR 2030 devrait faire réagir nos voisins du Pacifique, Australie, Nouvelle-Zélande, CPS ou Polynésie française. Quid des déchets nucléaires? Quelles conséquences en cas de catastrophe naturelle? Quels risques avérés ou maîtrisés pour les populations? Des problématiques environnementales, un changement de doctrine qui devrait interpeller les citoyens calédoniens.
Retour à Tahiti, pas de houle aujourd'hui du côté de Te Aupo, compétition donc ajournée, du repos pour les surfeurs qui s'occupent autrement durant cette waiting période. Quid des Water Patrol, chiropracteurs, personnes chargées de la logistique de l'événement, de ceux qui s'occupent de la bonne marche de la Shiseido Tahiti Pro? Élément de réponse avec Ignacio Raveino et Teiva Ribé. C'est un day off comme il les aime. Lui, c'est Arsène Harehoe, sauveteur aquatique de son état, qui en a profité pour se faire manipuler. On est venu se faire manipuler un peu le dos par Ben Eastwood, le chiropracteur, et ça fait beaucoup de bien pour nous, quoi. Ça fait toujours du bien, quoi, en fait. Voilà. Je ne pouvais plus parce que tu étais tout tenu par là. J'étais obligé de m'arrêter, quoi. Ça fait plus de 10 ans que Ben travaille avec la WSL. Étant de service ce matin, il décide d'en faire profiter les copains. C'est aussi de prendre soin des amis et de ceux qui prennent soin de nous dans les situations. Moi, j'aimerais bien qu'ils soient le plus détendus possible si jamais j'ai besoin d'eux. Là où il y a le guidon, finalement, et on peut mettre les jambes juste à côté du guidon. Ça fait et j'avais jamais remarqué. Candy bar. Et voilà, exact, c'est le candy bar. Candy bar. Et ça te relâche là, finalement. Parce que quand tu es comme ça, tu as tendance à te mettre dessus. Et puis une demi-heure plus tard, s'il y en a un pour qui day off ne signifie pas vraiment jour de repos, c'est Pascal Luciani. Car si la Shiseido est bien en pause, il prépare encore les Jeux Olympiques. Moi, le fait d'avoir une double casquette entre WSL et Paris 2024, voilà, il y a des membres du comité olympique qui sont présents, des membres du broadcast, de la diffusion pour le CIO, pour le compte du CIO, un représentant de tout ce qui était cérémonie, et puis voilà, et des membres de l'ISA également. Donc voilà, un petit tour sur le plan d'eau, voir un peu comment tout marche. Au programme pour cette petite délégation, la visite de la passe de Hawaii pour, à terme, pouvoir se projeter sur l'organisation des épreuves de surf des prochains JO. Et nous rejoignons notre journaliste sur place, Ignacio Raveino. Aujourd'hui était un jour sans compétition. Qu'en est-il de demain, Ignacio ? Oui, Suliane, demain, ça sera aussi un jour sans compétition, à l'image de l'embarcation que vous pouvez apercevoir derrière moi. La plupart des participants à la Shiseido Tahiti Pro n'ont pas bougé de leur camp de base. Ou encore, ils sont allés visiter l'île. Il y en a même certains qui sont allés jusqu'à Moorea. Seuls 2 compétiteurs étaient à la passe de Hawaii pour surfer les 50 cm de vagues qu'il y avait. Et apparemment, d'après les prévisions météorologiques, demain les conditions seront donc identiques à celles qui ont été rencontrées aujourd'hui. C'est pour cela que l'organisation a décidé de mettre un jour off aussi pour demain. Il restera que lundi. Il paraîtrait que les conditions pourraient remonter un peu à lundi après-midi. Reste à voir si cela se confirme le jour J et si l'organisation donc de cette étape du CT décide de lancer la compétition lundi ou mardi. Voilà ce que l'on peut dire donc pour l'instant par rapport aux conditions de cette épreuve du CT. Merci beaucoup Ignacio Raveino. Et puis profitez-en pour vous reposer également et on vous retrouvera certainement lundi. Eux n'étaient pas au repos. Ce samedi, traction, pompe, endurance, les adeptes de street workout avaient rendez-vous au parc Paufei. Entre gymnastique et musculation, cette discipline, née dans les rues de New York au cours des années 2000, connaît un succès international. Jusqu'au Fénois, ils sont plus d'une centaine à pratiquer ce sport de rue. Amateurs ou semi-pro, les aficionados ont montré leur talent lors de la Tahiti and Technics Cup, une compétition organisée sur 2 jours et une première édition qui réunit une cinquantaine de sportifs. Les précisions d'Itiari Castellani, organisateur de l'événement, au micro de Jacques Damour. La compétition va regrouper les 2 disciplines qui composent ce sport-là. Il y a le set and reps, qui est tous les mouvements au poids du corps que vous allez retrouver pour faire des exercices. Et justement, le freestyle aura lieu demain parce que ce sont 2 compétitions indépendantes. L'inscription est ouverte à tous, que ce soit pour ceux qui viennent commencer, ceux qui sont amateurs ou justement pour ceux qui sont confirmés.
On a plusieurs catégories d'âge, cadet, junior, senior et vétéran pour aujourd'hui. Et demain, pour les battles de freestyle, nous avons 2 catégories, amateurs et semi-pro. Les amateurs sont justement pour ceux qui souhaitent s'expérimenter dans la compétition. Et les semi-pros sont ceux qui souhaitent justement confirmer leur niveau et se préparer à des compétitions à l'extérieur. La fin de l'aventure pour les Bleus, éliminés par l'Australie en quart de finale. À égalité 0-0 à l'issue du temps réglementaire et de la prolongation, les 2 équipes ont été contraintes à une séance de tir au but interminable où Vicky Beko, 10e tireuse française, a vu sa tentative renvoyée par le poteau avant que Courtney Vine n'entérine la qualification australienne. Une défaite et un mauvais remake d'il y a 4 ans où l'équipe de France s'était aussi effondrée à ce stade de la compétition. Écoutez les réactions de la capitaine et des quelques supportrices. On avait à cœur d'aller plus loin dans la compétition. Et le parcours il s'arrête là, donc... Je suis un peu dégoûtée parce que les pénaux c'est un peu qui tout double et là ça allait loin. Et du coup à chaque fois on y croyait mais c'est comme ça. Hein. Vraiment déçue parce qu'elles ont fait un bon match. Je pense qu'il y avait moyen sur la fin de match de réussir à l'emporter avant cette séance. On est fiers quand même de l'équipe. Elles ont fait une belle Coupe du Monde, elles nous ont fait rêver. Et puis là, jusqu'à la fin, elles ont tout donné. Donc on est déçus, mais c'est beau quand même. Avec cette victoire, les Australiennes, elles, dépassent la malédiction du pays hôte éliminé en quart et joueront contre l'Angleterre en demi-finale à Sydney. C'est la fin de cette édition, je vous en rappelle. L'information principale, un enfer, un calvaire. Les nuisances sonores sont un fléau qui n'en finit pas. Le président du pays a rencontré l'association Te Ora Hau. Au cœur des discussions, la réglementation. Dans les prochains mois, il devrait travailler de concert afin d'améliorer la législation sur le sujet. Ce soir, à suivre votre saga Azucar et la suite de la série hors saison. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Retrouvez l'information demain matin dès 7h sur vos ondes radio Polynésie la première avec Priscilla et Thèves. On se quitte sur ces belles images de la surfeuse Carissa Moore, l'actuelle numéro 1. C'était en free session à Tiaopo, des images signées Tim Prévost. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.